Clap! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire. On va parler de l'affaire de Martine Escadella. C'est une affaire vraiment très mystérieuse pour le coup, une disparition. Je vous en parle un peu plus, mais accrochez-vous. D'abord, je voulais m'excuser si vous entendez du bruit parce que ma fenêtre est ouverte et je suis juste à côté de là où les trains passent, donc il se peut qu'il y ait des petits bruits. Et en plus, j'ai mon ventilo parce que j'ai super chaud, je suis sous les toits, bref, je vous passe les détails. Mais en tout cas, il se peut que vous entendiez un petit peu de bruit. Martine Escadellas, c'est qui? Alors, Martine Escadellas, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais en tout cas, voilà, c'est l'affaire de Martine. Martine, c'est une jeune femme, actuellement, qui est en couple avec un homme qui s'appelle Thierry. C'est un couple qui a des groupes d'amis, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Elle est secrétaire, c'est la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Et elle passe la plupart de ses week-ends à aller voir ses parents, voilà, pour leur rendre visite. C'est une personne très sociable, gentille, qui a le cœur sur la main et qui est super coquette également. Elle vit à Romonville-Saint-Agne, en Haute-Garonne. Comme je vous l'ai dit, elle habite avec son compagnon dans un appartement. Je vais vous parler un petit peu maintenant de la famille. Les parents de Martine sont aujourd'hui décédés. D'autres proches continuent à faire perdurer la mémoire de Martine. Il y a donc Thierry, son ancien compagnon, qui tente de vivre malgré tout, mais continue à être un petit peu obsédé par cette histoire. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui le pèse. Vous avez également Nicole Saint-Blanca et René Saint-Blanca. Donc, c'est Nicole, la sœur de Martine, et René, son compagnon. Il y a également Simone Escadella, qui est donc la sœur de Martine. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez claire, en tout cas je vous mettrai des photos. Voilà. Le 8 décembre 1986, à Romonville-Saint-Agne, à 7h45, Martine prend sa voiture avec son compagnon Thierry et l'amène à son arrêt de bus pour qu'il puisse aller au travail. Une fois celui-ci amené, elle revient chez elle, commence à faire un petit peu toutes ses affaires, elle prépare donc son petit déjeuner, elle sort le fer à repasser, voilà, elle continue sa vie. Et à partir de ce moment-là, nous n'aurons plus aucun signe de vie de Martine. Sa sœur Nicole appelle directement au travail de Martine pour lui demander de faire une course, en fait pour lui amener tout simplement après. Malheureusement, en fait, quand elle appelle à son travail, ce qui va vraiment la surprendre, c'est que on va lui dire qu'elle n'est pas là et d'appeler directement chez elle. Ça va un peu faire tiquer Nicole. Du coup, elle va appeler son autre sœur Simone et lui dire que voilà, c'est un peu bizarre. Martine ne répond pas, elle n'a pas de nouvelles. Et elle a essayé évidemment d'appeler chez elle et personne ne répond. Simone, elle, qui n'est pas très loin, va en fait décider de dire à Nicole tout simplement qu'elle va passer chez Martine pour aller voir ce qui se passe. En arrivant, du coup, elle va se pointer en fait à l'immeuble où elle habite. Et là, elle va croiser en fait la femme de ménage, enfin la concierge qui fait le ménage. Et la concierge va lui dire vraiment en râlant, j'ai vraiment nettoyé beaucoup de sang dans l'escalier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait beaucoup de sang. En gros, enfin, elle rouspète quoi. Ça va un peu faire tiquer Simone, elle va se dire ok, c'est vraiment étrange quand même. Donc elle va l'écouter, discuter 2 secondes avec elle. Elle monte directement à l'appartement de Martine et là elle toque et rien. Rien du tout. Du coup elle va redescendre et là elles vont avoir l'idée en fait de suivre un peu les traces de sang malgré qu'elle en ait effacé beaucoup du coup en faisant le ménage, et ils vont descendre à la cave. À la cave, ils retrouvent beaucoup de caves ouvertes, dont une avec beaucoup de sang, une poche de plastique, vous voyez les pochettes de plastique pour fermer les aliments, avec également des bijoux cassés. Et à ce moment-là, vraiment, Simone va se dire qu'il s'est passé vraiment quelque chose de grave et qu'elle a sans doute perdu sa sœur. Aussitôt, Simone va être complètement perturbée et vraiment
pas savoir quoi faire. Elle va finir par échouer dans un commerce ou un bar, je crois, en face de l'immeuble, enfin à côté, qui vont directement appeler la police et les faire venir. Dès lors, la police va arriver sur place, découvrir l'appartement intact avec le fer à repasser qui est encore chaud, le petit déjeuner qui est prêt et directement, à partir de là, ils vont décider de commencer l'enquête et les recherches pour Martine. Ensuite, il y a Thierry qui va arriver sur place. Lui, en fait, il rentre tout simplement du travail et il se retrouve là, au milieu en train de rentrer chez lui. Il se retrouve là, au milieu de plein de policiers, complètement choqués de ce qui est en train de se passer et ils vont devoir même le piquer pour le calmer parce qu'il est complètement en train de paniquer un petit peu, si vous voulez. Normal, la base normale. Avec Thierry, ça faisait 8 ans, enfin ça allait faire 8 ans qu'ils étaient ensemble, donc c'était vraiment une relation qui était sérieuse. Ils venaient de s'installer ensemble, de commencer une vie ensemble. Voilà, ils étaient, c'est ce qu'il dit, voilà, ils étaient à l'orée de petits jobs qu'ils avaient trouvé. Ils étaient en train de vraiment débuter, commencer à mettre de côté, construire une vie en fait. Et là, ça a tout éclaté en 1000 morceaux. Thierry, il avait même un compte commun avec Martine et il dira vraiment qu'il garde espoir pendant le reportage que j'ai vu, qui garde espoir qu'un jour il voit un mouvement sur ce compte qui vienne d'elle en fait. Du coup, il touche absolument pas à cet argent et il n'y a jamais touché. Très vite, l'enquête va passer à la télé, faire parler d'elle. Comme je vous l'ai dit, l'enquête a pris de l'ampleur tout de suite, les policiers ont tout de suite pris au sérieux tout ça, les traces de sang ont été suivies, ils ont récupéré ce qu'il y avait à la cave et tout ça. Ils ont regardé aussi dans son appartement, mais il n'y a aucune trace comme quoi elle serait partie avec quelconque affaire. Il n'y a rien qui puisse laisser entendre que Martine soit partie dès lors que ci, dès lors que ça. Il n'y a rien. En plus, à cette époque-là, en 1986, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, l'ADN, ça n'existe pas. Enfin, tout du moins, les moyens, enfin, tout ce qu'ils avaient, c'est pas suffisant. Il n'y a pas de recherche d'ADN. On ne peut pas savoir. En fait, les enquêteurs vont explorer plusieurs pistes, notamment celle de la fugue, qui semble quand même assez peu probable, celle des hôpitaux, si elle est à l'hôpital, si elle est quoi que ce soit, celle de l'accident, accident de voiture, accident de quoi que ce soit, mais rien. Ils vont également se pencher sur les témoignages des proches et les témoignages des voisins qui auraient pu entendre quelque chose puisque ça s'est sensiblement passé à partir du moment où elle est rentrée chez elle, enfin entre le moment où elle est rentrée chez elle et où elle devait partir au travail en fait. À 8h30, une voisine qui est plus haut en fait va entendre des cris, des hurlements, un peu des appels au secours un peu étouffés et des gros bruits en fait de boum quoi. Elle va sortir de chez elle, regarder par l'escalier, vous voyez en fait par la rambarde de l'escalier, donc elle va avoir une fenêtre quand même assez petite pour voir et elle va regarder, elle va voir un homme penché sur quelqu'un, sensiblement Martine, et elle va avoir aucun réflexe, littéralement, elle ne va rien faire, rester là 2 secondes choquée, regarder ce qui se passe et ensuite elle va retourner chez elle et faire comme si de rien ne s'était passé. Aurait-elle pu sauver la vie de Martine? Sans doute, peut-être que c'était pas Martine, peut-être que j'en sais rien, mais en tout cas elle aurait pu aider quelqu'un. Elle ne l'a pas fait sûrement par peur, je pense. Quelques minutes plus tard, elle va ensuite finir de préparer donc ses enfants, prendre ses clés, fermer chez elle, redescendre ensuite à la cave, directement aller amener ses enfants dans la voiture et en les amenant, elle passe par la cave pour aller au parking. Elle va également entendre d'autres appels à l'aide, mais elle ne fera rien non plus. Ce que la famille va dire par rapport à ce témoignage, c'est notamment qu'ils sont vraiment déçus qu'elle ait rien fait parce que déjà ça aurait pu éviter plein de choses sans doute et ça aurait pu répondre à peut-être pas mal de questions. Enfin on verra ça après, mais en tout cas la famille en veut entre guillemets si vous voulez, parce qu'on peut pas trop en vouloir à quelqu'un, on sait pas comment nous on aurait réagi. Mais la famille, elle est triste que cette personne n'ait pas réagi en tout cas. Elle va quand même permettre de donner des informations sur l'homme. Il aurait sensiblement pour elle entre 40 et 50 ans. C'est un homme qui avait une veste un peu foncée, légèrement dégarnie, avec des cheveux grisonnants. Donc on va faire du coup, la police va établir un espèce de pseudo-portrait robot de dos. En réalité ça pourrait être tout le monde et n'importe qui, mais ça permettra quand même d'avoir un appui. L'hypothèse
des gendarmes, ça va être qu'en fait, il aurait probablement tué Martine dans les escaliers. Il aurait ensuite caché le corps à la cave, dans l'un des sas de la cave, comme je vous l'ai dit. Collé ensuite sa voiture derrière à la porte arrière pour pouvoir récupérer le corps. Et ensuite, il aurait traîné le corps jusqu'à sa voiture pour l'emmener et le caché. Les enquêteurs pensent vraiment que c'est quelque chose d'élaboré et de préparé, tout simplement parce que la personne devait connaître les habitudes de Martine pour savoir qu'elle était là entre telle heure et telle heure chez elle. Comme vous le savez, dans beaucoup d'enquêtes, et ici on ne déroge pas à la règle, le compagnon de Martine va être accusé. Puisque lui, il connaît toutes les habitudes de Martine. Éventuellement, il peut toujours y avoir des disputes entre deux amoureux, on ne sait pas. Très vite, il va être écarté tout simplement parce qu'ils vont voir que déjà les horaires, ça ne peut pas coller, qu'il était à son travail, enfin, il y a plein de choses qui vont pas pouvoir être possibles. Donc très vite, Thierry sera écarté. En 1988, la police va avoir une nouvelle hypothèse par rapport à la disparition de Martine. Ils vont penser à l'hypothèse de l'enlèvement puis de la prostitution. Parce qu'il y a eu pas mal de cas comme ça, donc ils ont pensé à ça, qu'en fait la personne ait tout simplement enlevé Martine, qu'il y ait eu peut-être un débat, enfin voilà, quelque chose d'assez violent, c'est pour ça qu'il y a du sang, et qu'ensuite ils aient emmené Martine pour la faire se prostituer et du coup se faire de l'argent sur son dos tout simplement. Ils vont donc enquêter à Costa Brava, c'est une des côtes espagnoles, ils vont aller faire des recherches là-bas jusqu'à Barcelone, mais malheureusement ça ne donnera aucune piste, ça ne donnera rien du tout. En 1989, c'est un coup dur pour la famille car l'affaire sera classée faute de preuves et faute de possibilité d'avancer, puisque plus de témoignages, plus rien du tout qui se rajoute à l'enquête et qui puisse la faire déboucher sur quelque chose. René Saint-Blanca, comme je vous l'ai dit, le mari d'une des sœurs de Martine, va vraiment faire pression au niveau du commissariat. Ils vont les relancer, ils vont vraiment aller les voir en leur disant voilà, il faut penser à Martine, il faut rechercher pour Martine, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Mais ça n'aboutira pas vraiment auprès du commissariat. Par contre, en 1995, l'affaire va pouvoir être relancée, et ce grâce à la télévision. L'émission Témoin numéro 1 permet de retrouver des personnes disparues. En fait, la famille de Martine Escaldelia va vraiment se réunir et décider d'aller faire pression là-bas, d'aller squatter devant, de faire des demandes pour accéder à l'émission et justement de pouvoir avoir ce droit de parole là-bas, qui va permettre de relancer et d'avoir de nouveaux témoignages évidemment, et de faire entendre parler de cette histoire, tout le monde ne l'oublie pas, et qu'il y ait peut-être quelqu'un qui se dise ah mais bordel, cette nuit-là j'avais vu quelque chose. La famille va rencontrer Jacques Pradel, enfin notamment René Saint-Blanca va rencontrer Jacques Pradel, et en fait ils vont lui parler. Et c'est cette force qu'ils vont avoir, c'est de lui montrer à quel point ils sont touchés, à quel point ils ont besoin d'avoir des réponses. Et ce journaliste va permettre qu'ils puissent avoir une émission dédiée à Martine, enfin une partie d'émission dédiée à Martine, et ils vont faire un appel à témoins, un nouvel appel à témoins pour avoir de nouvelles infos, de nouvelles preuves, des témoignages de toute la France, et qui puissent rassembler tout ça pour pouvoir avoir des réponses. L'appel de la famille est simple. Ils veulent savoir s'il y a des gens qui ont rencontré Martine avant sa disparition, qui auraient des infos, qui pourraient avoir donné de nouvelles choses. Ils veulent savoir s'il n'y a pas des gens qui ont vu quoi que ce soit. Donc ils vont faire vraiment un appel massif. L'émission va recevoir un paquet de témoignages. L'émission va recevoir des infos comme quoi ils ont vu Martine, comme quoi ils ont vu ça, ils ont vu ci. Et après moult vérifications, enfin après plusieurs vérifications, malheureusement, aucun témoignage ne permettra réellement à l'enquête d'avancer. Par contre, ça va permettre de réouvrir l'enquête. L'enquête réouverte, ils vont réexaminer toutes les preuves, revoir s'ils n'ont pas oublié des choses. Et notamment, il y a eu des progrès au niveau de l'ADN. Ils vont donc chercher dans l'immeuble de l'ADN, notamment sur un mur qui est vraiment brut, avec une trace de sang qui est restée et que personne n'a nettoyé finalement, qui fait partie de l'immeuble maintenant. Ils vont chercher un ADN dans cette trace de sang. Malheureusement, l'unique ADN qu'ils vont trouver dans le mur, ça va être celui de Martine. En 1999, l'affaire Patrice Allègre va éclater. L'affaire Patrice Allègre, c'est en rapport avec des femmes qu'il a tuées, et donc
les enquêteurs vont essayer de voir s'il n'y a pas un lien avec la disparition de Martine et les meurtres de Patrice Allègre. Malheureusement, cette piste n'aboutira pas non plus, d'autant plus qu'en fait c'était une période où il était un peu trop jeune. Enfin, c'était pas sa période de criminel et de tueur français, on va dire. Donc du coup, ça ne sera pas non plus cette piste. En 2008, encore une fois, faute de preuves et d'avancement sur le dossier, l'affaire sera classée. Encore un nouveau coup dur pour la famille. Mais accrochez-vous bien, en janvier 2016, c'est un coup de théâtre qui se passe. Une lettre est reçue par le parquet de Toulouse. C'est une des amies, en fait, de Martine qui va décider d'envoyer son témoignage et de dire des choses assez intéressantes, notamment qu'elle pense que dans l'entourage de Martine, ça n'a pas été assez fouillé, il n'y a pas eu assez de recherches. Elle pense que il y a une personne qui aurait été jaloux du couple en fait de Thierry et Martine et qui aurait voulu s'immiscer là-dedans, en tout cas séduire Martine, et elle pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Joël, et elle dit que voilà, elle a des sérieux doutes sur Joël, que c'est pour elle lui qui a fait du mal à Martine. Et ça y est, ça permet de réouvrir l'enquête en 2016. 30 ans après, l'enquête est réouverte. Un nouvel espoir naît pour la famille, honnêtement, ça leur permet de reprendre espoir. Joël Bourgeon est un ami du couple, hein, il faisait partie de leur sortie et tout ça. Thierry va témoigner par rapport à lui, enfin en tout cas son ressenti. Il va dire qu'il pensait que c'était quelqu'un d'assez compétitif, enfin en tout cas qui aimait être le meilleur partout, qui aimait dire que c'était le mieux, le meilleur. Il avait tendance à vouloir se sentir supérieur. Au moment de la disparition de Martine, il devait avoir un poste de titulaire au lycée où il enseignait. Mais malheureusement, il va décider d'y renoncer et de tout quitter pour partir en fait vers Lyon. Il y retrouve une femme, alors je sais pas s'il la retrouve tout de suite ou après, j'ai pas tout à fait compris ça, mais en tout cas, il va retrouver quelqu'un. Et pour certains enquêteurs, parce que ça, les avis sont assez séparés par rapport à ça, pour certains enquêteurs, ça paraît comme une fuite. Mais ça serait peut-être pas apparemment une fuite parce qu'en fait, il avait déjà cet objectif d'aller rejoindre la femme qu'il aimait. Il est décrit comme quelqu'un de très irrespectueux, râleur, quelqu'un de méchant en fait, qui a tendance à vraiment râler tout le temps pour tout et n'importe quoi par ses voisins. Alors je sais pas s'il l'aimait pas du tout, mais en tout cas tous les témoignages envers ce Joël sont mauvais. Si vous voulez aller lire, je vous laisserai de toute façon comme d'habitude des liens. Il y a un article qui parle de lui, c'est vraiment pas cool ce qui est dit. Alors je sais pas s'il est vraiment comme ça, mais en tout cas c'est une personne qui est assez relou. Voilà. Tenez-vous bien, il va demander à sa petite amie de l'époque de prendre l'allure de Martine Escadella. Et oui, enfin c'est ce qu'elle dit en tout cas. Mais il lui a demandé en fait de prendre un petit peu ses types d'habits, de prendre un petit peu sa coiffure, comment elle s'habillait, comment elle se tenait. Et il va également lui offrir une montre qui appartiendrait à Martine. L'ancienne petite amie de Joël va décrire l'objet qui va être en fait dessiné. C'est un objet que la sœur de Martine, Nicole, est persuadée d'avoir déjà vu et qu'elle est persuadée que c'est une montre qu'elle a achetée 2-3 semaines avant sa disparition. Donc elle est formelle, c'est un objet qu'elle reconnaît, c'est un objet qui faisait partie des bijoux de Martine. Comment a-t-il pu l'avoir? Et il y a également des photos qui la montrent avec ce bijou. Donc du coup on est sûr qu'elle a eu dans sa possession ce bijou. C'est une petite montre avec un bracelet élastique en métal, avec des barrettes et des pierres semi-précieuses couleur bleu pétrole. Actuellement Joël Bourgeon en fait c'est un homme de 56 ans qui vit sa vie tranquillement. Il est maintenant dans la région grenobloise. Il a une femme, des enfants, voilà tout simplement. Et en fait lorsque les policiers vont venir l'arrêter, c'est comme s'il s'y attendait. Enfin, c'est un peu ce que les gens vont dire. C'est que c'est comme s'il s'y attendait. Il n'est pas spécialement surpris. Après, ce qu'il va dire, lui, c'est qu'en fait, ils n'ont pas dit pourquoi ils venaient l'arrêter. Donc, il ne s'est pas trop posé de questions. Il les a simplement suivis. Voilà. Après quelques heures d'interrogatoire, Joël va avouer le meurtre de Martine. Il va avouer, mais il ne va pas dire « je l'ai tué ». Non, non. Il va décrire son meurtre et tout ce qui s'est passé pendant 33 pages d'écrits. 33 pages d'écrits. Oui.
En fait, il va dire qu'il se libère de tout ça. Il explique comment en fait il a été lui déclarer sa flamme et que ça a vraiment mal tourné. Martine, il va dire: Martine essayait de partir, je l'ai à nouveau frappée. Martine est tombée et je l'ai retrouvée au pied de l'escalier, inanimée. Il dit qu'il va ensuite apporter le corps à la cave, le planque dans une des caves, va chercher sa voiture et ensuite ramène le corps dans la voiture. En janvier 2019, il est donc mis en examen en fait suite à ça. Les enquêteurs vont donc lui demander où est-ce qu'il a caché le corps pour avoir les preuves, pour avoir un appui, pour que la famille puisse faire leur deuil, parce qu'en fait c'est ce qu'ils disent dans le reportage, c'est qu'à ce moment-là de l'enquête, c'est presque plus important d'avoir son corps pour avoir toutes les réponses et faire le deuil qu'autre chose. Mais en fait, il dit que ça fait super longtemps et qu'il se souvient pas où est-ce qu'il a mis le corps, que c'est probablement dans un boisé je sais plus exactement, mais il dit que c'est vers un boisé, probablement par là qu'il l'a enterré, mais il n'est pas très sûr. La police va chercher là-bas, ils trouveront rien. Et une semaine après avoir avoué le meurtre, il va dire: je suis innocent dans ce dossier, je suis étranger à la mort de Martine Escalella. Et là, c'est un coup de massue pour la famille. Croyait avoir enfin trouvé le meurtrier de Martine, pouvoir faire le deuil, pouvoir avancer en fait. Après 35 ans d'enquête, enfin plus de 30 ans d'enquête à ce moment-là, et là c'est le coup de massue, il nie en bloc. Non, c'est pas lui, non, il n'a pas avoué, en fait c'est les enquêteurs qui lui ont dicté les aveux. Boum. À ce moment-là, ce que dit la famille aussi, c'est qu'en fait Joël a sans doute avoué pour se défaire de cette culpabilité, mais en fait il aurait réalisé quelques jours après tout l'impact que ça peut avoir auprès de sa famille actuelle en fait. À ce moment-là, il y a un témoin aussi qui va dire qu'il a vu quelqu'un boitant. Et apparemment, Joël avait un problème au genou à ce moment-là aussi, donc il boiterait. Ça, je l'ai lu dans un article, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais ça pourrait affirmer le fait qu'il soit sur place. Après, comme je vous l'ai dit, il y a aussi quelqu'un qui a dit qu'il a vu quelqu'un avec les cheveux grisonnants entre 40 et 50 ans, ça collerait pas du tout. Le mardi 12 janvier 2021, une reconstitution est organisée. Et dès lors, je n'ai pas plus d'informations sur l'enquête parce que je pense que du coup, vu que tout est encore en cours, les journaux n'ont pas encore mis à jour l'actualité, je pourrais en fait vous mettre au courant de la suite de l'affaire par les salves actu. Mais je n'ai pas plus d'informations. Je suis comme vous en train de me dire, mais que va-t-il se passer? Apparemment, Joël va quand même avoir un procès où il va être jugé. Il va être jugé parce que tout simplement qu'il a avoué, qu'il a été impliqué, qu'il y a quelqu'un qui l'a accusé, qu'il y a des choses qui vont pas trop dans ce qu'il dit. Donc il va quand même avoir un procès pour savoir s'il est coupable. Mais lui maintenant nie vraiment en bloc les faits. Il est actuellement emprisonné. Il a demandé une libération pour l'attente de son procès qui n'a pas été validé. Passons un petit peu à ce que je vais penser, enfin en tout cas ce que j'ai ressenti pendant cette histoire quand j'ai fait mes recherches. Déjà, bon, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire quoi que ce soit. Je ne suis pas une personne qui est dotée de sixième sens, ou je n'ai pas non plus la prétention de me dire enquêteuse. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de monde qui ait entendu quoi que ce soit? C'est assez bizarre. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi la concierge n'a pas donné l'alerte en voyant qu'elle a nettoyé des milliards de taches de sang. C'est quand même vraiment chelou. Enfin, je suis désolée, mais ça m'a... Je me suis dit, ok, trop bizarre. Trop étrange. Après, je pense forcément que c'est quelqu'un qui connaissait Martine, qui connaissait son emploi du temps, qui était forcément très proche d'elle, parce que c'est impossible que ça soit quelqu'un qui soit passé comme ça dans le coin et qui, boum, il a vu qu'il y avait la porte ouverte, il est passé, il l'a récupérée et badaboum quoi. Non, c'est impossible puisqu'il fallait qu'on sache qu'elle était là entre telle heure et telle heure. Je sais pas si elle amenait tous les jours son compagnon, mais peut-être pas, donc il fallait savoir que tel jour elle était là. Du coup, la théorie sur le fait que ça soit Joël qui est coupable est quand même assez logique. Parce que faut se dire aussi que parfois, la piste la plus compliquée, c'est pas celle qu'il faut exploiter. La piste la plus simple est souvent celle qui est vraie. Et là, ça paraît très logique que ce soit quelqu'un qui était amoureux d'elle, qui ait eu vraiment
le souhait d'être amoureux d'elle et de partager quelque chose avec elle, de vouloir lui parler, et qu'en fait ça soit tombé à ce moment-là. Par contre, je me demande, est-ce qu'il avait un alibi? Ça, j'ai pas vu. Donc, est-ce qu'il avait un alibi, Joël, le moment des faits? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, cette histoire de montre, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je suis désolée, je donne les infos un peu comme elles me passent par la tête, mais je pense que Joël a une part de culpabilité dans cette affaire, en tout cas qu'il en sait plus qu'il n'en dit. Peut-être que c'est pas forcément lui, mais en tout cas il est forcément impliqué étant donné qu'il possède la montre de Martine et qu'il l'a donnée à son ancienne petite amie. C'est forcé qu'il ait un truc à voir. Après, c'est pas forcément le meurtre, même si je pense grandement qu'en fait, tout simplement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a dit. 33 pages d'aveux, je suis désolée, on les invente pas, c'est pas quelqu'un qui te les dicte. 10 pages à la rigueur, et encore c'est énorme, mais alors 33 pages d'aveux, non, impossible. Il a donné tellement de détails. Je pense un petit peu comme la famille qui s'est dit que finalement, en fait, il y a ses enfants derrière, il y a sa femme derrière, et que Martine, elle est morte, donc ça changera rien d'avouer que c'est lui. Alors que si, ça changera tout, parce que Martine, il n'y a pas qu'elle en fait qui compte. Il y a le fait qu'elle soit reconnue comme victime, il y a le fait qu'on retrouve son corps, qu'on sache ce qui s'est passé, et surtout qu'on libère sa famille. Alors ses parents sont morts, mais ses sœurs et le mari de sa sœur se battent tous les jours pour essayer d'avoir des réponses. Toquent à toutes les portes pour que les dossiers ne soient pas fermés, et je pense qu'ils y pensent tout le temps. Je les plains énormément, mais rester dans l'incompréhension comme ça, c'est horrible. Voilà, je n'ai pas plus d'infos pour cette enquête, je vous tiendrai au courant, si ça vous dit en tout cas. Je reste quand même assez en questionnement par rapport à ça. Je me demande toujours pourquoi les gens reviennent sur leurs aveux, en fait, je comprends pas. Je pense que les gens peuvent mentir, mais je pense que 33 pages d'aveux, ça s'invente pas. Même si les enquêteurs voulaient absolument classer le dossier, et que parfois je pense que ça peut arriver que les enquêteurs soient tellement envie en fait que ça soit lui, que ça se résolve et tout ça, qu'ils peuvent les pousser à avouer alors que c'est pas eux. Je les accuse pas, hein, mais je pense que parfois c'est tellement... des fois t'as tellement envie que ça soit quelqu'un pour n'importe quoi que tu te dis que c'est lui alors que c'est peut-être pas lui en fait, tout simplement. Et ça arrive pour tout, hein, dans les choses du quotidien. Il va y avoir son procès, je ne sais pas quand, mais en tout cas, on va voir comment ça va se passer. Et sera-t-il coupable ou non? Et est-ce qu'il va peut-être avouer, en fait, sous la pression médiatique, sous les yeux de la famille? Peut-être qu'il va craquer et il va tout réavouer et dire que c'est lui. Peut-être. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur cette affaire. Passons maintenant aux suggestions pour la semaine prochaine. Je vais vous proposer deux affaires. Donc, celle de la semaine dernière dont je vous ai parlé, de Simone Cambou, qui est un meurtre en famille, on va dire. Soit celle du tueur de l'ombre, l'affaire d'un tueur en série français, Marcel-Henri Barbeau. Voilà, je vous laisse choisir comme d'habitude dans les commentaires. Si vous le souhaitez, je vous ai également mis des liens, des articles que j'ai lus. Je me suis grandement appuyée sur un reportage que j'ai vu, je vous mettrai le nom dans la barre d'infos si vous le souhaitez aller le voir. Et voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce long format vous aura plu parce que là, ça va être une longue vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine. À bientôt. Bye!